Toujours Peter Matthiessen, je le cite, il est soudain émerveillé par le silence qui règne dans les montagnes himalayennes, et il écrit « Vous rendez-vous compte que depuis septembre, nous n'avons pas entendu un seul bruit de moteur, même éloigné ?» me dit mon compagnon. Et c'est vrai, aucun avion ne franchit ces vieilles montagnes, nous nous sommes aventurés dans un autre siècle. Fin de citation. Le silence ici, qui est une autre expérience du marcheur, le silence renvoie à une expérience antérieure à la technique, à un univers sans moteur, sans voiture, sans avion, le vestige archéologique, menacé évidemment, le vestige archéologique d'un autre temps. Et la marche lente du retour de Matthiessen et Scheller est très difficile et même amère, car elle est une progression vers le bruit, après des mois de paix intérieure. Je cite à nouveau Matthiessen. En longeant les collines de la Berry, cet après-midi, je me suis rappelé l'importance de ne pas trop parler, de ne pas bouger trop brusquement, comme après une semaine de retraite zen et de silence. Il est capital de n'émerger que progressivement de cette chrysalide, de faire sécher ses ailes encore humides, dans le calme, au soleil, comme un papillon, pour éviter un déchirement psychique trop brutal. Fin de citation. Après ces mois de silence, il importe en effet de ne pas se hâter, de marcher lentement vers la vallée, de se laisser porter par les heures, sans les précipiter. Comme un plongeur des hauts fonds, le voyageur encore baigné de silence marque des paliers pour ne pas être heurté de plein fouet par le vacarme à venir de la vie sociale. Et surtout quand on voit d'ailleurs l'évolution de Katmandou en une dizaine d'années, c'est assez terrifiant. Pire qu'à Bruxelles, d'ailleurs. La recherche du silence traduit une volonté d'apaisement, de recueillement, d'immersion dans un lieu propice. Il manifeste un gisement moral dont le bruit seul est l'ennemi. Il signe, cette recherche du silence, la marche, signe une voie de repli sur soi pour retrouver le contact avec le monde. Mais parfois, il requiert l'effort de le trouver, de le débusquer dans une démarche volontaire. Les lieux de culte ou les jardins publics, les cimetières, forment dans la ville, par exemple, des enclaves de silence, cernées par le bruit, mais où il est loisible, pour le marcheur urbain, par exemple, de trouver un moment de repos, une brève retraite, hors du tumulte ambiant. On vient y reprendre son souffle, on vient s'y recueillir, goûter le calme que berce, par exemple, ce que j'aime beaucoup nommer le génie des lieux. Le sentiment que dans des lieux, on a l'impression qu'il y a une espèce de présence un peu métaphysique. Pas du tout une idée religieuse, ce que je suis en train de vous dire. Je ne mettrai pas du tout un nom de Dieu derrière tout ça, mais ce sentiment qu'il y a une forme de spiritualité, et puis qu'il y a des lieux qui nous accueillent, des lieux au contraire qui nous repoussent. Et puis on se sent comme s'il y avait une présence. Mais en même temps, on aurait beaucoup de mal à théoriser en quelque sorte cette présence. Et j'appelle ça donc le génie des lieux, l'esprit des lieux. Ce silence qui pénètre un paysage, une forêt, etc., est un chemin également menant à soi, un moment de suspension du temps. Provision de sens et de force intérieure avant le retour au vacarme du monde et aux soucis du quotidien. Le pointillé du silence, goûté à différents moments de l'existence par le recours à la campagne ou au monastère, au désert ou à la forêt, ou même simplement au jardin, au parc, apparaît comme un ressourcement, un temps de repos, avant de retrouver le bruit, entendu au sens propre, et au sens figuré, d'une immersion dans la civilisation urbaine. Le silence procure alors un sentiment aigu d'exister. Il marque un moment de dépouillement qui autorise à faire le point, à prendre ses marques, à retrouver une unité intérieure, à franchir le pas, par exemple, d'une décision difficile. Je cite le philosophe Max Picard, c'est une très belle phrase, on dirait une sorte de toile impressionniste. Il dit « Il y a le matin qui se lève, sans bruit, il y a les arbres qui se tendent sans bruit vers le ciel, et il y a le soir qui tombe comme à la dérobée. » Fin de citation. Certains lieux rendent impensable l'effraction d'un son étranger ou d'une parole bavarde.
on y marche, dans la crainte de rompre un équilibre fragile qui ne se prête pas à l'intervention sensible de l'homme, sinon à la contemplation. Dans les forêts, les déserts, les montagnes, face sur le littoral, face à la mer, le silence pénètre parfois si parfaitement le monde que les autres sens deviennent désuets ou inutiles. La parole est sans voix pour dire la puissance de l'instant ou la solennité des lieux. Là, je cite l'écrivain grec Nikos Kazantzakis qui marche dans une forêt du mont Athos avec un compagnon. Je cite Kazantzakis qui est ébloui par la beauté du paysage. Il dit « Il semblait que nous étions entrés dans une immense église. La mer, des forêts de châtaigniers, des montagnes, et par-dessus, en guise de coupole, le ciel ouvert. Je me suis tourné vers mon ami. Pourquoi ne parlons-nous pas, dis-je, voulant rompre le silence. Mais nous parlons, répondit mon ami en me touchant légèrement l'épaule. Nous parlons, mais la langue des anges, le silence. Et brusquement, comme s'il s'était mis en colère. Mais que veux-tu que nous disions? Que c'est beau, que notre cœur a des ailes et veut s'en aller? Que nous avons pris le chemin qui mène au paradis? Mais ce sont des mots, tais-toi. Fin de cette citation, que je trouve extrêmement belle. Le silence partagé est donc une figure aussi de la complicité. Il prolonge l'immersion dans la sérénité de l'espace. Et le langage réintroduit paradoxalement la séparation. Évidemment que pourtant le langage cherche à conjurer, mais sans jamais y parvenir tout à fait. Le recueillement bute contre une parole qui le dissipe par l'attention qu'elle provoque.